Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon bah vous vous en doutez, regardez, il fait froid, c'est tout gelé. Ça y est, l'hiver arrive, on est dimanche matin, le soleil se lève et je vais pas tarder à prendre la route avec le Rimor Horus 30 et je descends, devinez où avec, à Marseille. Et oui, parce que suite à l'annonce mise pour la vente de ce fourgon, eh ben, l'acheteur est marseillais. Donc pas le choix, je le descends et puis j'en récupère un autre au passage. Voilà, comme ça, on est utile deux fois. Donc c'est parti pour la France à traverser. Vous allez me suivre, je vous embarque avec moi. Et à de suite. Bon les abonnés, je vous reprends sur la route là. J'ai la chance aujourd'hui, vous vous en rendez compte probablement, je suis côté passager et ça c'est très rare. J'ai trouvé une technique pour tenir le volant. Non, c'est des blagues, allez pas croire tout ce que je raconte. Il y a quelqu'un qui conduit aujourd'hui avec moi. Je redescends donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo en Provence. Et la personne qui conduit aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le responsable de tout ça, puisque c'est mon papa. Donc il accepte de vous dire deux mots. Alors, hello papa, oui, ou Didier pour les inconnus. Donc c'est de lui que tout est parti. Je me suis dit que j'allais vous en toucher deux mots. Donc je me fais conduire, c'est bien agréable. C'est pas courant, hein. Ouais, c'est pas courant. C'est pas courant. Papa parle fort surtout. Oui, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on pourrait raconter aux abonnés? Bon, si ce n'est que là, tu es en train de conduire un fourgon Ford Transit, ouais. Déjà est-ce que ça se passe bien? Ah oui, ça roule bien. Il est agréable? Ah oui, la boîte 6 et tout ça, c'est très agréable, ça relance bien, ça tourne bien. Et le moteur Puma n'a pas lâché encore alors? Non, attendez, on va leur montrer, il n'y a pas de voyant allumé. Oh dis donc, il n'y a pas de voyant allumé, un Ford qui roule. Non, parce qu'il y a tellement de gens qui imaginent qu'il n'y a que les Fiat Ducato qui sont fiables. Ah, et qui tombent jamais en panne et que les Ford ce sont des vilains véhicules. Moi je veux prouver le contraire. Et la cabine est agréable, hein, au point de vue ergonomie, position de conduite, on se croirait dans une voiture pratiquement. Ouais, c'est toujours ce que je dis ça. Le volant n'est pas trop bas, on est vraiment bien là. Vraiment bien. Yes. Alors, un truc qui va intéresser ceux qui nous regardent, enfin j'espère. Toi tu fais du camping-car depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Pas de calcul, depuis 1986. Et ben, ça fait l'année à laquelle, disons, j'ai acheté un camping-car, mais j'en avais loué quelques-uns avant pour me rendre compte. À commencer par un J9 rallongé, fourgon, pour faire mes premières armes pendant un week-end de mai. Et ça t'a motivé à la suite? Ça m'a motivé. D'accord. Et puis votre voilà, Nicolas était à l'époque bébé en fait. Eh oui, c'est ça. Vous avez déjà vu la photo? Enfin non, bébé, un peu plus grand que bébé. Ça devait être ouais, j'étais bébé. En 82, comme ça, ouais, 83. Ouais, voilà. Ouais, tout et à ça fait. m'a convaincu. Ça m'a convaincu d'en aménager un, pardon. Et donc j'ai acheté un châssis cabine Iveco Daily. Et j'ai fait fabriquer une cellule par Clémenceau, dans le Médoc, près de Bordeaux, que j'ai équipé et aménagé moi-même entièrement. Qui a été livré nu, avec le matériel en vrac. Et puis bon, j'ai fait ça sur un an ou deux, avec 2 passages aux mines à l'époque, parce que entre le moment où j'ai passé la première fois et où j'ai pu terminer, il y a eu des changements de normes au niveau des surfaces. Eh oui, la fameuse norme NFS 56-200. Voilà. C'est ça. Et pourtant, à l'époque, c'était plus light que maintenant. Ouais. Donc, vous l'avez compris, ce fameux Clémenceau dont papa parle, c'est celui pour lequel je vous avais fait une vidéo de redécouverte 30 ans après, en friche, sous des arbres abandonnés, et c'est de lui que tout est parti. Donc, c'est ce camping-car-là dont tu parles en ce moment. Oui, exactement. Et j'ai eu plusieurs années, le temps de l'aménager, puis de bien en profiter. Je l'ai revendu peut-être 6 ans après. Voilà, et le marché du camping-car à l'époque, c'était plutôt un monde d'initiés et de passionnés. Oui, hein, sur la route, en chemin, sur les arrêts déjà n'étaient pas réglementés. Voilà. Il y avait déjà quand même des réglementations dans les communes. Hein, j'ai eu quelquefois besoin de m'expliquer par rapport à des gardes champêtres qui voulaient qu'on ne reste pas, qu'on ne stationne pas. Alors qu'en fait, bon, il y avait le droit de stationner comme n'importe quel véhicule. Mais il n'y avait pas d'aire d'accueil à cette époque-là. Il n'y avait pas d'aire d'accueil du tout.
Et comment tu faisais pour faire les recharges en eau, etc. Recharge en eau, c'est un plan qui marche toujours, c'est les cimetières. Parking de cimetière, en général, vous avez un robinet pas loin. Ça, c'était les années 80. Voilà, Hein. et des arrosoirs ou des seaux. Donc quand on n'a pas le tuyau assez long, ben, on fait les navettes avec les arrosoirs et on remplit petit à petit. Bah ouais. Des arrosoirs de 10 ou 20 litres, bon, bah, vous faites... voilà, ça vous met 20 minutes, mais voilà. Il n'y avait pas le choix. Hein, pour tous les nouveaux camping-caristes ou ceux qui ne le sont pas encore, dites-vous qu'à l'époque, comme il n'y avait aucune structure, aucune infrastructure à part les campings, un camping-car qui voulait se recharger en eau, or qu'à la maison ou dans un camping, n'avait pas le choix que d'aller, entre guillemets, se servir en eau communale ou à une fontaine ou autre chose. Il y a Ouais. eu des fois des gens sympas qui acceptaient de prêter leur tuyau d'arrosage. Un jardin en bordure de route, voilà. Et puis à l'époque, je sais pas, les gens chipotaient pas. Éventuellement, on donnait quelque chose, voilà, des fruits, un paquet de biscuits, et puis les gens, non, ça va, pour 100 litres, ils chipotaient pas, quoi. Maintenant, je sais pas comment ça se passe, enfin, je le sais. Maintenant, c'est beaucoup plus cadré. C'est plus cadré. Et donc, après cette Capucine, je crois que tu as testé un peu tous les autres types de camping-cars. Ouais, j'ai essayé tout, en fin de compte. Après la Capucine, j'ai eu envie de tâter de la cellule amovible, en fait. Donc j'ai acheté un Nissan King Cab, d'occasion bien sûr, déjà à l'époque, et sur lequel j'ai installé une cellule Henri Mag. C'était le seul modèle qui existait à l'époque. C'est pas les dernières nouvelles, ça, effectivement. Non, c'était déjà ancien en plus, oui. Quand je l'ai acheté dans les années 90, début 90. Et donc j'ai utilisé ça pendant une paire d'années. Ça permettait de faire non pas du tout-terrain bien sûr, mais disons du tout-chemin. Du tout-chemin plat parce qu'il y a un ballon important, mais ça permettait quand même de sortir des sentiers battus, enfin ou des routes goudronnées, et par exemple de prendre un chemin de terre ou un chemin sablonneux sans risque, et d'aller se poser quelque part dans une forêt de pins où il n'y avait personne. Est-ce que tu as aimé le concept? Ah oui, complètement. Alors le seul inconvénient, mais ça c'est un choix, c'était l'exiguïté de la cellule au niveau surface au sol. Un plancher, etc. C'est un petit couloir. Pas de cabinet de toilette. Et pas de cabinet de toilette, enfin, ou alors un cabinet de toilette un peu bricolé. Donc c'est pas le super confort avec les WC chimiques qui sont rangés dans un placard et qu'on sort, disons, dans le cabinet, dans la cellule. Et voilà, et puis tout le monde sort de la cellule pour pas qu'il y en a un qui... Ouais, c'est un peu voilà. comme dans un van, un petit van actuel. Voilà, exactement. Mais il y avait un côté très sympa quand même. Et le fait surtout de pouvoir déposer la cellule, 4 pieds, etc., les vérins, les goupilles, et d'utiliser le pick-up normal avec son hardtop. Ça, c'était super aussi. Voilà. C'est bizarre parce que je me rappelle avoir connu ça étant ado. Ah oui. Il me semble que c'est ce qui m'a donné l'envie d'essayer plus tard. Ah, peut-être, oui. C'est sûr. Et après, je suis passé sur un profilé Lexa. Donc, Lexa, marque disparue, mais je crois que vous le connaissez, les abonnés, on va pas le citer, mais il était connu ce profilé. Il est devenu célèbre après. Bien sûr. Et il a été entièrement refait depuis, ouais. Mais c'est bien de celui-ci dont on parle. Ouais. Qui marchait très bien. Ça nous a permis d'aller sans problème jusqu'en Sicile pendant 7 semaines, aller-retour, J5, increvable, vitesse au volant que j'adorais d'ailleurs. Bon, J5 un peu bruyant, mais après on n'y pense plus. À l'époque, on s'y faisait. On monte la radio un petit peu, le volume, ou alors on se tait de temps en temps, on arrête de discuter pour se reposer, mais c'était tout à fait faisable. Et ça l'est encore d'ailleurs. Pour les gens qui trouvent des bases de J5, c'est toujours, toujours d'actualité. Hein. Ou en turbo de préférence, bien sûr, mais même l'atmosphérique qui marchait tranquillement, qui ne consommait pas grand-chose. Et il a l'avantage d'être plus fiable que le turbo. L'avantage d'être fiable, peut-être de fonctionner à l'huile de friture, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, ce qui est mon cas. On en parlera peut-être ailleurs. Et voilà. Donc après ça, d'autres, j'ai eu un intégral aussi, rapido pour ne pas le citer. Je crois que tu as eu une Capucine. Une Capucine Mobile Veta aussi, qui marchait très bien. Sur Ducato, 2,5 litres TDI. Et ensuite, donc un intégral rapido sur Mercedes. 5 cylindres. 5 cylindres, alors là c'était génial. Voilà. Et aujourd'hui, avec quoi? Aujourd'hui, j'ai réduit de taille et je suis sur un fourgon. De quelle taille? Un petit? Ah oui, moins de 5 mètres. Moins de 5 mètres. Un boxeur. Avec une surélévation alors. Voilà, avec couchage dans la surélévation. Ah oui. Et moins de 5 mètres, cabinet de toilette à l'arrière, amovible bien sûr, mais dans le couloir. Transversal, qui consomme très peu, qui est de dimension très correcte, qui passe partout, qui roule bien.
pour Et, son âge. et alors, l'avantage de ce modèle-là, Et le gros avantage, c'est que ça fonctionne aussi à l'huile de friture. oui, parce que c'est un moteur un peu ancien, mais ça, Voilà. on le développera que s'il y a des gens intéressés plus Voilà. tard. C'est pas une injection. C'est pas directe. hyper légal. Et... Ah si. Ouais, mais bon. Maintenant, c'est légal. Puisqu'on a le droit de fonctionner, d'utiliser de l'huile de friture. C'est légal, ça a été, disons, devenu légal en octobre dernier, je crois, il n'y a pas longtemps. Eh ben, c'est un sujet à développer. Ah oui. On va pas le développer là parce qu'on a un peu de bruit de roulement, tout ça, Ouais, et ça va être à travailler un peu plus sérieusement. Mais c'est intéressant de partir avec un plein à 50% d'huile de friture, d'emporter quelques bidons et de faire des économies sur son carburant. Surtout que c'est un fourgon qui marche très bien et ma consommation calculée réelle, c'est à peu près 7 litres 5, 7 litres 6. Ouais, là tu vas faire des envieux sur Donc, ceux qui ont des gros camping-cars. Belle autonomie. Bah oui, au détriment du volume intérieur, etc. Ouais, c'est un Mais compromis. c'est un choix, voilà. Et on est très content. Quel serait pour toi le camping-car idéal avec un budget no limites? Sans histoire financière. Que je resterai sur le fourgon, un peu plus spacieux. En 4x4 peut-être et en intégrale ou en 4x4 avec une garde au sol un peu plus haute et pouvoir faire ce que j'ai dit là il n'y a pas longtemps, hein, comme je l'ai fait avec une cellule amovible sur 4x4, sur pick-up 4x4, c'est pouvoir emprunter des chemins. Ben ouais. Des chemins parce que nos camping-cars actuels qui sont très souvent en traction délestent très facilement, patinent très facilement dans la boue, dans le sable ou même sur l'herbe. Oui. À une pelouse, à un terrain un peu mouillé en pente, Oui, ça. c'est fini. Alors qu'avec un 4x4, vous êtes tranquille. C'est pas pour faire du tout-terrain. Tout à C'est fait. impossible. Mais au Tout à moins fait. du tout-chemin et aller en sécurité dans certains chemins, sableux, boueux, où on sait qu'on peut en sortir. Donc ça serait ça. Et quelque chose, bon bien sûr, avec une bonne motorisation, comme on trouve actuellement sur pas mal de porteurs, et qui permettent aussi de pouvoir faire des jonctions autoroutes sans rouler à 110, quoi. Donc ça, faut sortir Ouais. les billets, Par puisque contre, aujourd'hui, c'est voilà. un peu la recherche Ouais. que tous les camping-caristes d'expérience ont. Et on sait bien que d'occasion, en dessous de 50 ou 60 000 euros, on trouvera rien de toute manière. Ouais. Et moi, je me refuse à consacrer un budget de ce montant-là, que je ne pourrais pas consacrer d'ailleurs, pour un véhicule de loisir qui ne fonctionne pas tout le Oui, temps. ça après, Voilà, ça c'est après, propre c'est à personnel, chacun. bien Tout sûr. à fait. C'est personnel. Tout à fait. Quelqu'un qui accepte de vendre sa maison ou un appartement, qui dit je vais habiter dans un camping-car, qui peut mettre 60-70 000 euros dans quelque chose de ce style-là, c'est l'idéal. Bon, mais c'est pas mon cas pour l'instant. Voilà. Et 40 ans d'expérience en camping-car, est-ce que tu as envie de passer à la caravane? Non. Non, Non. non, pas du tout. Ah non, non. Non, Tu n'envisages pas de laisser tomber pour le moment, Ah, malgré non, je l'augmentation du monde un peu Non, partout, non, tout ça, non, quoi. non, il y a tellement d'agréments, je reste camping-cariste. Tous ces agréments de pouvoir s'arrêter où l'on veut, quand on veut, pratiquement, dormir où l'on veut. Tu arrives encore à faire du sauvage, toi Ah oui, aussi. Hein. oui, oui, complètement. C'est ce que je dis Ouais, toujours, ouais. quand on est un peu, quand on ose et qu'on est ouais, discret, ouais, bien on sûr, peut sans bien souci. sûr. Hein. Ouais. Après, de temps en temps, une aire de repos, un camping, c'est pratique aussi. Mais c'est vrai que en montagne, n'importe où, on trouve toujours un endroit où se poser, mais ne serait-ce qu'une place de village. Bon, vous êtes réveillé par les cloches de l'église le matin, mais ça a un certain charme aussi. Et l'avantage, c'est ça aussi, de pouvoir aller où on veut, quand on veut. Pour moi, le fourgon, c'est un peu l'idéal pour l'instant, parce que c'est très maniable. Parce qu'on peut faire demi-tour à un endroit où on ne le ferait pas peut-être en camping-car allongé, mais avec les inconvénients, toujours pareil, du fourgon, au niveau de la vie à bord. Alors un fourgon, quand vous tombez sur un temps pourri et qu'il pleut, que c'est en mi-saison, c'est moins sympa qu'une cellule ou qu'un intégral qui vous laisse de la place à l'intérieur pour circuler. C'est pas le cas en fourgon. C'est sûr. C'est un choix, comme toujours. Et ça me fait rebondir sur une question qui me vient, puisque ça fait 40 ans que tu fais ça. Au niveau sécurité ou plutôt insécurité, parce que moi c'est une question qu'on me pose souvent, j'ai beaucoup d'abonnés, ce sont des femmes seules, etc. Ouais. Est-ce que tu as rencontré toi en 40 ans de camping-car des problèmes? Jamais, jamais. Les seuls problèmes que j'ai rencontrés, c'est de se garer près d'un endroit où il y a une fête, foraine ou autre, et de se faire, disons, de ramasser des gens qui passent, qui rentrent un peu tard, qui ont bu un coup, tout ça, qui ont bu un coup, qui tapent sur le camping-car, oh vous dormez, etc. Voilà, c'est la seule chose. Seule chose que j'ai. Et même sinon, dans tous les pays traversés, Maroc, Italie, enfin, jamais de soucis. Ça, c'est bon de le signaler. Aucun souci. Alors, on s'arrange non plus, faut pas non plus tenter le diable, c'est-à-dire qu'en se garant sur les places de village ou aller en bordure de village ou de maisons ou de lieux habités, ou en trouvant des endroits où il y a déjà un ou plusieurs camping-cars, sans non plus se monter dessus, si je puis dire, c'est sécurisant. C'est sécurisant et j'ai jamais eu de soucis.
Donc après, ça n'empêche pas de monter un détecteur de gaz, des choses comme ça. Mais pour ma part, absolument aucun souci. Alors ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un animal, Oui, d'avoir un chien. oui, et de Même laisser si des c'est gamelles pas- dehors. Même si c'est pas un Rottweiler ou autre, un chien qui est habitué au camping-car, quand il entend rôder ou quelqu'un qui circule, ben, il va vite grogner ou aboyer, voilà. Et ça peut dissuader. Et c'est pas mal. Plus qu'un chat d'ailleurs. Hein. Sans Donc, doute. Sans doute. Voilà. Après, même si on ne veut pas avoir de chien, ben, franchement, il ne faut pas non plus se mettre dans un endroit isolé. Ou alors quand vous vous mettez dans des endroits isolés, moi c'est ce que je faisais. Si je prenais par exemple une petite route de traverse, je m'arrangeais pour que personne ne le voie, la prendre, tout simplement. Et quitter la route, il n'y a pas de phare devant, pas de phare derrière, bon si c'est la nuit, de feu devant, et hop, vous bifurquez rapidement pour que personne vous ait vu passer. Et j'ai toujours fait systématiquement, de jour comme de nuit. Enfin c'est surtout en fin de journée quand on cherche un endroit à se poser. Est-ce que tu utilises des applications pour les parkings ou tu fais au feeling ou un mélange? Comment tu procèdes toi? Au feeling, et puis des endroits que je connais déjà quand je repasse un peu, et sinon je le fais au feeling ou des fois je regarde sur la fameuse Malgré appli, tout, oui. la Ok. fameuse appli que tout le monde connaît, je sais pas si je peux en donner le nom. Non, voilà. Mais bon, le risque de ces applis-là, c'est qu'elles sont utilisées par beaucoup de gens et que si vous voulez être seul dans un petit coin au bord d'une rivière, vous risquez, entre guillemets, de ne pas être seul. Bon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, au départ, on se dit mince. Et en fait, c'est très sympa parce que les gens qui y sont aussi, on sympathise, on discute. C'est arrivé qu'on prenne l'apéro, qu'on échange. Donc, c'est pas un mal non plus. Ok, Donc, voilà. d'accord. Bon, bah merci pour ce retour d'expérience. Ouais, mais de rien, avec plaisir. Nous, la route continue, vous voyez, on est sur la Nationale 7, il nous reste encore 447 km, donc on aura profité d'un petit morceau de la route pour faire cette petite interview improvisée qui j'espère vous aura plu, puis qui finalement a duré encore plus longtemps que prévu, c'est toujours pareil. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, ceux qui sont en recherche de camping-car, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Et surtout, je le redis encore, le marché est toujours aussi compliqué, donc on fait ce qu'on peut et on lâche rien. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.